Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre sur le plateau d'Informatique News pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo, édition du lundi 16 juin. Et pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine, je suis comme d'habitude en compagnie de Guy Hervier, notre directeur en chef. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine on commence par l'emploi, un sujet évidemment important dans notre secteur, et qui confirme à la fois cette problématique de tension sur le marché, dont on nous parle souvent, puisque il apparaît que en matière d'emploi des cadres, l'informatique est le premier pourvoyeur de recrutement non pas du domaine, mais du marché de l'emploi français. Absolument. Alors, donc ça s'insère dans un environnement général relativement positif. Et comme vous le disiez, c'est l'APEC là, qui vient de sortir une nouvelle étude qui montre que l'emploi informatique marche bien. C'est la 4e année consécutive de hausse. Donc là, il prévoit pour l'année 2019 entre 58 000 et 63 000 embauches de cadres en informatique, dans les activités informatiques, à la fois chez les fournisseurs et puis chez les prestataires de services, bien sûr. Donc ça, c'est important. Le secteur représente à peu près un cadre sur 5, donc c'est quand même quelque chose de très important. Oui, 25%, c'est pas mal. Et ça bénéficie à qui principalement? Ça bénéficie surtout aux jeunes diplômés, c'est-à-dire des jeunes qui quasiment sortent de l'école avec moins d'une année d'expérience, beaucoup plus que, je dirais, on va pas dire aux vétérans de l'informatique, mais enfin des gens qui ont déjà une certaine expérience. Donc c'est à peu près le cadre général, mais enfin je dirais que c'est quand même une note plutôt positive pour notre secteur qui s'ajoute aux années précédentes qui étaient elles aussi relativement positives. Donc je dirais que le point, c'est que le secteur se porte plutôt bien. Alors vous parlez des vétérans de l'informatique, Guy, vous me donnez la transition pour le sujet suivant qui est la place des DSI dans les entreprises. Alors DSI vétérans, je fais peut-être un raccourci un peu rapide, mais bon, en tout cas, évidemment, on trouvera plus ce type de profil parmi les seniors. En tout cas, une étude récente qui montre que ces derniers sont plus les gardiens du temple, ne seraient plus les gardiens du temple en matière d'achat ou en tout cas de dépenses informatiques. Voilà. Alors en fait, c'est une enquête qui a été faite conjointement par un cabinet de recrutement qui s'appelle Harvey Nash et puis KPMG. Et donc, s'il y avait uniquement un chiffre à retenir, ce serait que 2 DSI sur 3 permettent ou autorisent, je dirais, alors donc ça peut être des achats de services, enfin en tout cas autorisent le fonctionnement d'une informatique hors cadre de la DSI. Donc c'est ce qu'on appelait auparavant le Shadow IT. Mais alors le Shadow IT, finalement, ça donne une impression de... En gros, on le fait un peu... Voilà, c'est ça. Alors que là, on laisse faire. On laisse faire, évidemment, sous contrôle, bien sûr, avec diverses modalités possibles. Évidemment, la conclusion de ça, c'est de dire... donc ça veut dire que la DSI va être éclatée un peu dans les métiers et donc, à terme, elle sera peut-être amené à disparaître, en tout cas à voir son rôle diminuer, d'autant plus qu'avec l'évolution vers le cloud, finalement on va de plus en plus vers l'acquisition de services plutôt que de l'achat de technologies. Et donc là sur ce point, l'étude est très, très claire, enfin très ferme, elle peut se tromper, mais en tout cas son avis c'est de dire que, et c'est l'avis qui revient des DSI bien sûr, qui est que les DSI ne vont pas disparaître. Donc leur rôle va être amené à changer, leur rôle dans l'organisation vis-à-vis des métiers, leur rôle vis-à-vis de la direction générale. Et sur ce point d'ailleurs, elle note finalement, on avait ces dernières années, on voyait que la DSI prenait un peu de poids et passait dans les COMEX, et là il y aurait plutôt une évolution dans le sens inverse. Donc en tout cas c'est vraiment un défi pour la DSI de savoir où est-ce qu'elle va se positionner dans l'entreprise et puis aussi par rapport à quel rôle elle va jouer dans ce qu'on appelle régulièrement la fameuse transformation numérique. Alors, puisqu'on parle de transformation numérique, on parle de dynamisme du secteur IT, et ça se traduit dans les chiffres d'une nouvelle étude de
du Syntec. Hein. Oui, alors donc ça corrobore un peu ce qu'on disait précédemment. Donc le Syntec numérique qui va fêter ses 50 ans, hein, il faut le rappeler. L'informatique a plus de 50 ans, donc ça commence à être un secteur pas vieillissant, mais en tout cas qui est installé depuis un certain temps. Et donc tous les 6 mois, ils donnent leurs prévisions. Et là, ils ont réactualisé leurs prévisions à la hausse. Donc ça veut dire que c'est un signe de vitalité du marché. Donc il y a 3 grands secteurs. Il y a l'édition de logiciels, il y a le conseil en technologie et puis le conseil en service. Le conseil en service, c'est l'activité traditionnelle avec l'infogérance, ce genre de choses. Et donc, ce qui se porte le mieux, c'est l'édition de logiciels. Et c'est vrai que ça se traduit par... on en parle assez régulièrement, taux de croissance de près de 6% pour l'année en cours. Donc, c'est quand même quelque chose de significatif. Le conseil en technologie se porte également bien, et près un peu plus de 5%. Et puis, un peu à la traîne, mais bon, un peu plus de 3%, conseil en service, donc les activités traditionnelles. Donc, bon, évidemment, il y a des ESN qui couvrent un peu les 2, voire les 3. Celles qui sont sur le 3e secteur, pour elles, c'est un peu plus difficile. Mais bon, ça, c'est la réalité du marché. On ne peut pas grand-chose. Très bien. Et puis on conclut cette revue rapide de l'actualité de la... Non, on conclut pas, pardon. Je vais un peu vite. On continue cette revue rapide de l'actualité avec une nouvelle version du client Dropbox. Oui. Alors, qui change, qui passe d'un modèle un peu, comment dirais-je, gestion de fichiers, pour appeler un chat, à un modèle plus collaboratif. Oui, c'est ça en fait. L'idée, on en avait déjà parlé avec Dropbox et puis avec Box, mais c'est un peu ça qui, au départ, finalement, c'est un espace, comme je disais, un espace de stockage de fichiers, donc c'est quelque chose de relativement simple. Et en fait, évidemment, leur objectif, et donc l'objectif de Dropbox avec cette nouvelle version de leur application, c'est finalement de revenir un peu au centre. Et comment revenir un peu au centre ? C'est en fait faire en sorte que dans cet environnement, qui est l'environnement Dropbox, l'utilisateur puisse, modifier, intégrer des applications ou des fichiers qui viennent d'horizons différents. Donc là, ça peut être du Microsoft, ça peut être du Google Documents, ça peut être un certain nombre de choses. Et donc, de la périphérie, ils reviennent au centre en devenant un espace à la fois de communication et espace collaboratif. Donc c'est une évolution et vraisemblablement ça ne va pas s'arrêter là, mais il est probable aussi que les Microsoft, les Google et tout ne l'entendent pas non plus de cette oreille et devenir seulement eux-mêmes repoussés à la périphérie de ce Dropbox, ils reviendront au centre. Donc je dirais qu'il va y avoir une évolution qui sera intéressante à suivre, mais en tout cas pour Dropbox, l'évolution est claire et a été tracée depuis un certain temps et elle continue. Après, encore faut-il que les utilisateurs suivent, qu'on comprenne bien ce positionnement. Et donc, pour conclure cette revue rapide d'actualité, on change un peu de secteur. On parle de Météo France qui propose une formation au deep learning. Oui. Dans son interne. Exactement. Alors c'est une approche qui est finalement intéressante et qu'on voulu souligner parce que elle n'est pas très courante et elle devrait finalement se reproduire beaucoup plus. En gros, c'est assez simple. Météo France a fait une formation pour ses agents de deep learning parce qu'évidemment, on sait bien qu'ils sont consommateurs de puissance de calcul, d'algorithmes. La prévision météo, c'est quelque chose qui est de plus en plus important. Et donc finalement, puisqu'ils ont fait ça en interne, ils mettent à disposition en externe cette formation Deep Learning. Donc c'est une formation sur 2 jours, donc c'est relativement court. C'est un peu, je dirais, les premiers pas vers le Deep Learning. C'est placé sur GitHub et donc c'est ouvert à tous. Donc c'était une démarche intéressante qu'on voulait mentionner et qui devrait être finalement développée. C'est-à-dire que de plus en plus les entreprises ont ce genre d'initiative. Alors ça peut être là, c'est de l'intelligence artificielle, mais ça peut être dans d'autres domaines. Et finalement, pourquoi ne pas en faire profiter les autres? Enfin là en l'occurrence, il n'y a pas de secret de fabrication ou de choses qu'on veut garder en interne, mais autant faire partager à tous, et les technologies le permettent. Donc pourquoi ne pas le faire? C'est vrai que chez Météo France, on imagine que le profil des équipes est plutôt scientifique, donc le deep learning, le GitHub, ça passe peut-être mieux que chez Coca-Cola ou une autre entité plus orientée vers le service. Bon, enfin bon, encore un autre sujet. On continue, Guy, cette fois-ci avec le dossier de la semaine. Alors là, pour le coup, on parle de rachat, puisqu'il y a eu quand même... Alors un rachat dont tout le monde a parlé, c'est celui de Tableau Software par Salesforce. Et puis un autre, on en a moins parlé, mais qui est quand même important pour nous,
vu de Paris, c'est celui de Medidata, c'est ça? Medidata, pardon. Par Dassault Systèmes, il peut être commencé d'abord par un tableau software. Alors, et Salesforce. Bah, effectivement, on a une acquisition entre deux Américains, donc ça c'est clair. Et la deuxième, c'est un Français qui rachète un Américain. Donc Salesforce rachète Tableau pour près de 16 milliards de dollars, mais enfin c'est de l'échange d'actions. Donc en gros, c'est quand même un des plus gros rachats de Salesforce. C'est le plus grand, de loin, puisqu'ils avaient racheté Mulsoft, gestion d'API, oui c'est ça. Et puis Demandware précédemment 3 milliards. Donc on voit bien que Salesforce est devenu un acteur important. Donc je rappelle, c'est l'échange d'actions, donc c'est pas comme pas du cash. Bon, mais bon, c'est quand même significatif. Donc Salesforce, on rappelle, c'est le CRM, donc c'est la connaissance du client. Tableau, c'est l'analyse et la visualisation des données. Et donc on voit bien que les deux mondes peuvent s'intégrer et là, on comprend les synergies. Ça fait sens. La question qui peut être posée, c'est de savoir si finalement Tableau est amené à fonctionner avec un certain nombre d'acteurs, pas seulement Salesforce, mais plein d'autres. Et donc, est-ce qu'ils vont continuer à jouer ce rôle-là en restant relativement indépendants, je dirais de manière un peu comme VMware chez Dell, par exemple, un peu comme Red Hat chez IBM, ou est-ce qu'au contraire, ils vont être intégrés à Salesforce, et donc ça veut dire qu'ils ne fonctionneront que pour le Salesforce. Donc je ne sais pas si Salesforce a déjà beaucoup communiqué sur le sujet, si les choses sont claires, mais en tout cas, la question est posée. Maintenant, sur le deuxième point, donc c'est Dassault Systèmes. Pas Dassault Aviation, évidemment. Bien sûr, qui fait sa plus grosse acquisition. Là, on est près de 6 milliards de dollars, et qui rachète une société donc, qui s'appelle Medidata, qui est spécialisée dans l'analyse de données pour les essais cliniques. Donc c'est un domaine qui est un peu particulier. Enfin, on ne voyait pas Dassault Systèmes dans ce secteur-là. Dassault Systèmes, c'est Katia. Enfin, voilà, c'est ça. L'esprit. Bon, là, mais en tout cas, historiquement. Voilà, exactement. Il rappelle qu'ils étaient quand même présents sur ce secteur-là depuis un certain temps. Là, l'intérêt, c'est donc d'utiliser ces analyses de données pour essais cliniques avec tout ce qui est technologie de simulation et les algorithmes que Dassault Systèmes possède. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est l'avancée de Dassault Systèmes vers un nouveau secteur de manière très claire, puisque là, en l'occurrence, les clients, c'est qui? C'est les grands laboratoires pharmaceutiques, c'est les Pfizer et autres. Oui, on est assez loin de l'industrie 4.0. Tout à fait. Mais bon, je dirais que le rapprochement des deux peut faire sens. Et en tout cas, on sait que Dassault Systèmes, c'est de très loin le premier éditeur de logiciels français. Donc, près de environ, à la louche, je n'ai pas regardé récemment, mais c'est de l'ordre de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Donc, c'est quand même. C'est devenu un poids lourd et qui maintenant couvre plusieurs secteurs. Donc, c'est vraiment champion français dans le domaine. Bon, bah écoutez, on peut que le souhaiter, évidemment, continue dans cette voie, qui est évidemment intéressante pour nos lecteurs et pour tous. L'actualité des semaines à venir en termes d'événements, c'est les rencontres du cloud qu'on avait appelées d'ailleurs quelques années, la Cloud Week, ou ça rentre dans le cadre de la Cloud Week? Oui, c'est ça. J'avoue que je suis un peu perdu, mais c'est ça. Donc en fait, effectivement, c'est la 4e édition de la Cloud Week qui au départ durait une semaine. Là, ça va durer du 4 au 6 juillet, donc c'est un peu plus court, parce qu'ils avaient compris qu'une semaine c'était un peu long. Donc là, ils organisent les rencontres du cloud. Donc en gros, c'est, je dirais, je veux pas dire banalement, c'est une rencontre d'utilisateurs, d'entreprises utilisatrices qui se posent toutes les questions, qui vont essayer de chercher toutes les réponses autour des problématiques du cloud. Et puis il y aura un prix sur le champion du digital entreprise, donc ça c'est une animation. Donc ça se passe à l'Intercontinental Paris-Legrand, Pierre-Legrand dans le 9e. Donc première semaine de juillet. On voulait le mentionner. Et puis on conclut par une annonce de vendredi dernier sur le Dark Web, pour le coup de cœur, coup de gueule. Annonce franco-française d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Donc en gros, c'est félicitations aux cyberdouaniers français parce que c'est un gros coup de filet, c'est le deuxième. Donc, comme vous le disiez, c'est en gros finalement arrestation dans le domaine du cyberespace. Donc il y a des gens physiques qui ont été arrêtés, qui avaient lancé cette activité sur le Dark Web. C'est une enquête qui a démarré début 2018. Donc vous voyez que c'est un truc un peu long cours, ça se fait pas, qui a mobilisé
pas mal de monde. Et là, on avait près de 6000 utilisateurs concernés. Donc là, vous pouviez acheter tout ce que vous voulez, des armes à feu, de la drogue, des faux papiers, enfin bon, tout venant. Et c'est évidemment, un peu le eBay. Voilà, et évidemment, tout ça grâce aux crypto-monnaies, il faut quand même le rappeler. Bien sûr. Et la précédente, c'était pareil. Pas seulement le Bitcoin, hein, toutes les crypto-monnaies sont sollicitées. Imaginer, donc ça pose aussi le problème de l'utilisation de ces crypto-monnaies. Bon. En tout cas, beaucoup de filets de la douane française qu'il fallait mentionner. Très bien. Bah, écoutez, Guy, merci pour toutes ces informations. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour une nouvelle édition d'Informat News Hebdo. À très bientôt. Merci.